Alors moi, depuis le début de ce colloque, il y a deux phrases qui m'ont particulièrement marqué. Alors que celles et ceux que je ne cite pas ne quittent pas la salle, hein, je m'en voudrais, en tout cas pas avant la conclusion de ce colloque. D'abord, je reprends les propos introductifs de Stéphane Magnan, notre président chez Planète Sociale, qui a dit le long terme, c'est la seule obsession d'une entreprise digne de ce nom. Et là, je me suis dit que ce colloque démarrait sous les meilleurs auspices. Je trouvais ça tout à fait vrai, tout à fait pertinent. Et puis, égoïstement, ça m'arrangeait aussi parce que ça faisait écho au thème de la table ronde de cet après-midi. Et puis, ont été cités les propos d'un délégué syndical dans le cadre d'une négociation. Ça a été cité lors d'une table ronde de ce matin. Ce délégué syndical a dit « mais on ne va pas chez le boucher avec son plan d'épargne ». Et là, j'étais abasourdi parce que, je dirais, toutes mes certitudes, grâce aux propos de Stéphane, s'effondraient. Et je dis, c'est vrai, on ne va pas chez le boucher avec son plan d'épargne. Alors, on peut gloser, pourquoi le boucher, pourquoi pas l'épicier, pourquoi pas le marchand de fruits et légumes. Ce qui m'intéresse dans cette phrase, c'est qu'il y a cette notion de créance alimentaire. Et la créance alimentaire, ça renvoie à la notion de salaire, de rémunération, dans toute sa pureté. Et à partir de là, j'étais un peu obsédé par cette phrase en la déclinant à tous les thèmes du colloque. Par exemple, est-ce qu'on va chez le boucher avec ses actions? Alors Yannick a sûrement un avis sur le sujet, il pourra nous en faire part. Et j'en suis arrivé au thème de notre table ronde, est-ce qu'on va chez le boucher avec la protection sociale complémentaire? La question, elle est absurde. Mais en réalité, quand on y pense, quand on est dans une situation au bénéfice de la prévoyance, quand on a bénéficié d'une retraite avantageuse sur le plan d'une retraite supplémentaire, est-ce que finalement on ne va pas chez le boucher avec sa protection sociale complémentaire? Peut-être que la réponse est dans la question, mais ça m'a particulièrement travaillé depuis ce matin. Plus largement, comment est-ce qu'on articule ces deux propos qui sont pleins de bon sens, qui sont tout à fait pertinents et qui méritent entre le long terme et l'alimentaire, parce qu'il n'y a rien de plus immédiat que la faim, la nécessité de s'alimenter. Alors pour replacer maintenant plus directement dans le cadre du colloque, il y a deux sujets parmi beaucoup d'autres qui complètent les propos de David. Le premier, c'est une question. Quelle est la place de la protection sociale complémentaire dans ce contexte de crise économique, d'inflation, de désengagement des pouvoirs publics et de compétition entre les entreprises pour recruter, récompenser, fidéliser, parce que c'est ça aussi, la rémunération. Cette notion de best place to work, où est-ce qu'on situe la protection sociale complémentaire? Quelle place on lui trouve entre le salaire, le sonnant et trébuchant, le baby-foot et le distributeur de fraises Tagada? Alors j'ironise, pardon, mais j'enfonce le clou malgré tout sur ce sujet, puisque on peut se poser la question de la place de la protection sociale complémentaire, qui est un outil profondément collectif. Alors il y a aussi de l'individualisation, je ne voudrais pas être censuré immédiatement dans mes propos par les grands spécialistes de la matière, mais qui est collectif dans l'âme, qui est solidaire. Quelle est sa place dans les entreprises qui sont de plus en plus gagnées par la tentation de l'individualisme, qui plus est dans ce monde post-Covid dans lequel on évolue? Alors je me tourne maintenant vers Fabrice Tosi, qui est directeur des affaires sociales chez Bouygues. Comment est-ce qu'on vit la protection sociale complémentaire dans un grand groupe? Et d'abord, est-ce que chez Bouygues, est-ce que c'est considéré comme une rémunération? Alors, je vais essayer de répondre. Et on a vu que ce n'était pas un sujet facile de déterminer si c'était ou non une rémunération. Et j'ai envie de répondre, ça dépend. Ça dépend des sujets. Alors, chez nous, on a des dispositifs de retraite supplémentaires, donc de l'épargne retraite. Donc, on a un accord plan d'épargne retraite qui a été signé au niveau du groupe. Et puis, on a des dispositifs de prévoyance qui sont signés donc, la plupart du temps par voie d'accord. Et on en a 4 dans le groupe. Donc, je vais essayer d'en parler d'un que je connais mieux, qui est le plan de prévoyance groupe, qui regroupe la plus grande partie des collaborateurs. Alors, sur la partie épargne retraite, si on essaie de répondre à la question, est-ce que c'est un élément de rémunération? J'ai envie de dire assez spontanément oui. Oui, parce que ça ressemble quand même beaucoup à l'épargne salariale. Il y a beaucoup d'éléments communs avec l'épargne salariale. On a un aléa, certes, on en a aussi dans l'épargne salariale, mais c'est un aléa qui est relativement limité puisqu'on sait qu'on peut débloquer les droits au moment de la retraite. On a maintenant une portabilité qui a été organisée par la loi Pacte
Et en plus de ces éléments-là, effectivement, on a la possibilité de débloquer avant même la retraite. Vous savez qu'il y a un cas de déblocage qui est important, qui est l'acquisition de la résidence principale. Et c'est un cas de déblocage qui, en plus, a été étendu par la loi Pacte, donc au plan d'épargne retraite obligatoire pour les versements volontaires. Donc j'ai envie de dire qu'on est quand même très proche d'un dispositif d'épargne salariale et je rangerai assez spontanément l'épargne retraite dans la catégorie des rémunérations. Alors sur la prévoyance, il y a 2 volets dans la prévoyance, vous le savez. Mais avant d'attaquer les 2 volets, on a une particularité, nous, chez Bouygues, dans le plan de prévoyance du groupe, c'est qu'on a un système qui est géré par les partenaires sociaux. Nous, on est vraiment dans un dispositif de cogestion, un conseil de surveillance qui prend toutes les décisions, sauf une décision, c'est la répartition de la cotisation entre l'employeur et le salarié. Ou sinon, pour les augmentations de cotisation, les améliorations de prestations, voire les diminutions de prestations, tout ça est pris donc de manière collégiale dans le cadre de ce conseil de surveillance. Et pour le coup, c'est un petit peu moins un outil à la disposition de l'employeur, c'est un outil à disposition des partenaires sociaux. Et par là même, je dirais qu'on s'éloigne un petit peu de la notion de rémunération compte tenu du fonctionnement et des prises de décision que l'on a dans le cadre de ce plan de prévoyance groupe. Alors, on a aussi d'autres régimes qui ne relèvent pas du même dispositif. Pour ces régimes-là, j'ai envie de distinguer la prévoyance lourde et les frais de santé. Prévoyance lourde, vous le savez, c'est le décès, l'incapacité, l'invalidité. À mon avis, c'est quand même pas trop un élément d'attractivité aujourd'hui, la prévoyance. Alors, on parlait aujourd'hui des jeunes tout à l'heure, mais je pense que des gens même un peu plus âgés, sauf s'ils sont vraiment proches de la retraite, vont aller regarder un petit peu plus ces régimes-là. Pour les jeunes, c'est pas vraiment un élément d'attractivité. Et j'ai envie de dire que c'est un dispositif qui a un aléa très fort, parce qu'il ne profitera pas à la grande majorité des salariés. Et heureusement pour eux, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, compte tenu des dispositifs, on y échappe assez facilement, heureusement. Par contre, les frais de santé, c'est tout à fait différent, parce que les frais de santé, on est sur un dispositif qui est beaucoup plus visible, beaucoup plus disponible finalement pour les collaborateurs. Et on le sait aussi, lorsqu'on a des embauches de salariés, y compris des jeunes, ils vont assez spontanément regarder quel est le régime de mutuelle qui est applicable dans l'entreprise. Et par là même, j'ai envie de dire que c'est un élément de rémunération. J'étais un petit peu long peut-être, non ? Non, pas du tout. Merci Fabrice. Alors, certains ont frissonné en entendant le mot cogestion, mais il faut se rappeler quand même, mais évidemment Fabrice en parlerait mieux que moi, que le groupe Bouygues est un groupe où l'actionnariat salarié est très important. Et ce qui ressort de ces différents éléments de langage, c'est que il y a le collectif qui réellement prime, et ce qui n'est pas un vain mot dans ce groupe. J'ai envie de rajouter que ce n'est possible que si on a des partenaires sociaux qui sont matures. Voilà, parce qu'effectivement, il faut quand même des partenaires sociaux qui acceptent de prendre des décisions qui vont même à l'encontre de l'intérêt des salariés, comme des augmentations de cotisations, comme des diminutions de prestations. C'est pas toujours facile de faire accepter un syndicat une marche arrière, notamment en termes de prestations. Donc, c'est pas transposable forcément dans toutes les entreprises. Et c'est vrai que c'est l'âme de la cogestion, c'est d'accepter de prendre des décisions qui ne sont pas faciles et pas forcément très populaires pour les collègues de travail. Maintenant, Erwan Guillon, donc, qui est DRH chez Legris Industrie, est-ce qu'il y a une différence par rapport à ce que vient de dire Fabrice, d'approche entre le grand groupe et l'ETI ? Alors, je pense que c'est aussi également très lié à la maturité des acteurs, mais je parle de la totalité des acteurs, côté employeur et côté organisation syndicale. Mais pour répondre plus simplement à la question initiale, Michael, sur est-ce que je vais chez le boucher avec ma PSC ? Oui, je vais chez le boucher avec ma PSC et je crois qu'on en a tous conscience ici. Et en ce moment, particulièrement en cette période où on sait tous que les NAO vont être extrêmement difficiles pour cette année, c'est d'autant plus important d'en avoir conscience. Et on s'est livré, nous, il y a quelques jours, à un petit exercice très simple de comparaison entre deux mutuelles. Bon, sur des éléments extrêmement élémentaires, on peut avoir jusqu'à des écarts de prise en charge de 200 € en fonction des mutuelles. Et donc, forcément, avec ces 200 €, je vais chez le boucher. Je vais changer mes lunettes. Donc oui, la PSC est un instrument de rémunération. C'est indéniable. On va chez le boucher avec. Et dans une petite entreprise qui appartient à notre groupe, en
2020, en anticipant des résultats très compliqués, en anticipant du coup une NAO extrêmement basse, en plus avec le Covid, mais bon, on ne l'avait pas encore en tête au moment où on avait initié ces travaux. On s'était livré à... On avait dénoncé nos accords de mutuelle de prévoyance, comme on le fait tous de temps en temps, de manière très classique. Et en fait, on avait réussi, alors avec sagesse, hein, parce qu'il ne s'agit pas non plus de dire que c'est un élément de salaire et qu'il y a une substitution, mais avec beaucoup de sagesse, on avait réussi à convaincre les organisations syndicales qu'en 2020, on aurait un budget global de NAO qui serait extrêmement faible pour des petites opérations ponctuelles de rattrapage via des augmentations individuelles, et que la partie collective de l'augmentation, c'était exclusivement une redistribution des cotisations employeurs et salariales au bénéfice des salariés. En fait, on avait tous bénéficié d'une économie de cotisation en mettant en concurrence quelques assureurs, et donc on avait pu partager ces économies. Et la grosse majorité des augmentations de salaire net de l'année 2020 étaient portées exclusivement par ces économies d'échelle sur la protection sociale, mutuelle et prévoyance. Merci beaucoup, Erwan. Alors, on a beaucoup de chance aujourd'hui, puisque parmi nous, on a deux des plus grands experts de la protection sociale complémentaire. Je me tourne maintenant vers Franck Wismer, qui est associé et cofondateur d'Avanti Avocat, qui est un cabinet spécialisé sur ces questions. Quelle est la vision de l'expert par rapport à tout ça ? Je pense que je pourrais peut-être répondre de façon un tout petit peu prospective. Très régulièrement, j'entends des clients chargés de rémunération, les fameux CNB, évoquer un espoir, un souhait, disons-le, un fantasme, qui est de dire, mais bon, tous ces systèmes, c'est très encadré, ça ne nous laisse pas beaucoup de marge. Nous, ce qu'on aimerait, c'est les flex rémunérations. C'est la rémunération flexible. Un système qui, dans la conception, est très intéressant parce qu'il regroupe tous les sujets de la journée. C'est-à-dire de dire, en fin de compte, vous les salariés, vous avez un capital point, le cas échéant avec, en fonction de réussite de performance, et ce capital point, vous en faites ce que vous voulez sur une grille de rémunération. Vous avez une complémentaire santé améliorée, de l'actionnariat, de l'épargne salariale, une retraite comme ci, une retraite comme ça. Alors bien sûr, nous, les juristes, on fait la douche froide parce qu'on dit non, c'est pas possible, le caractère collégial, le caractère collectif, l'égalité de traitement, on se pose plein de questions. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière ce projet, d'abord, on constate que c'est le sujet le plus pur parce qu'il renvoie à des sujets très politiques. Est-ce qu'on est plutôt d'essence libérale et on croit en l'autonomie de l'individu de choisir de façon consciente de ce dont il a besoin, ou est-ce qu'on doit le protéger contre lui-même? Ce qui veut donc dire que l'entreprise, dans sa politique de rémunération, donc on a tous compris les critères de la politique, c'est l'arbitrage entre des critères. Lesquels? Qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je peux faire? Donc qu'est-ce qui s'impose à moi et où est-ce que j'ai de la marge par rapport aux obligations de la loi? Le fait que la complémentaire santé soit maintenant, pour une partie, imposée par la loi, ça limite la capacité d'analyse. Quelles sont l'influence de mes partenaires sociaux sur ces sujets? Quelles sont, on ne l'a pas évoqué, les contraintes comptables en charge à l'année et en provision long terme qui fait que souvent le sujet de négociation pour un DRH est moins de négocier avec ses partenaires sociaux que de négocier avec son directeur financier. Et en fin de compte, bien sûr, le sujet de l'attractivité. Et dans le sujet de l'attractivité, ce qui est intéressant, c'est de dire de quoi a besoin le salarié. Qu'est-ce que je veux satisfaire? Alors je veux dire une chose très basique, je vous demanderai d'avoir la délicatesse de ne pas lever les yeux au ciel, mais la rémunération sert d'abord à satisfaire les besoins primaires. Se loger, se nourrir, se vêtir, se soigner, s'éduquer, j'ajouterais, si vous me permettez, se cultiver. Et après, une fois qu'on a saturé ça, on décide, on veut quoi, si on peut aller au-delà. Si on peut aller au-delà. Est-ce qu'on dit qu'on veut d'autres sources de revenus pour des loisirs, des voyages, ou est-ce qu'on veut d'autres sources de revenus pour se protéger davantage ou pour prendre sa retraite? Ce qui est intéressant quand on discute cette question des flex rémunérations, c'est qu'on se dit, mais est-ce qu'à un moment, il ne faut pas que l'entreprise ait une responsabilité de protéger le salarié contre lui-même? Alors bien sûr, confronté à des contraintes comptables, des contraintes d'augmentation des budgets prévoyants, etc., on dit non, vous oubliez ça,
si on laisse le salarié choisir, il ne choisira pas de la prévoyance. Il ne choisira pas une mutuelle améliorée. Si vous dites à un salarié, est-ce que tu préfères avoir un capital en une fois à ta retraite, ou est-ce que tu veux toucher une rente viagère autant que dure la vie, vous pouvez être sûr que 4 fois sur 5, il répondra un capital à la retraite. Voilà. Mais est-ce qu'une façon de le protéger, c'est pas de lui garantir un revenu certain et fixe, pour peu qu'il ne s'attendait pas à ça, mais qu'il se prépare à battre le record de Jeanne Calment des 122 ans et 6 mois. Et que donc peut-être, en fin de compte, s'il avait touché la rente viagère, il serait bien heureux d'avoir ce système. Or, au jour où on parle de RSE, donc de responsabilité sociale, la question c'est est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité sociale à protéger le salarié contre lui-même. Mais face à ça, pour qu'on relie la responsabilité sociale et l'attractivité, ce qui manque, et ça a été évoqué brièvement par David à très juste titre, c'est la question de la communication. Peut-être, si je peux me permettre une remarque qui est tout à fait bienveillante, ce qu'on voit parfois, ça manque un petit peu en protection sociale complémentaire de communication. Parce que bien sûr, personne se voit mourir. Personne a envie de se dire « tiens, je vais être invalide un jour ». Et donc, c'est un sujet qu'on tente de sortir de son esprit. La vraie assurance d'ailleurs, la vraie assurance, c'est quoi? C'est que contre une prime d'assurance, on va me couvrir de quelque chose si un sinistre arrive dont je ne peux pas faire face par moi-même. Globalement, en frais de santé, à part des hospitalisations longues, on peut peu ou prou faire face à ces frais de santé, peu ou prou, en fonction des revenus, bien sûr. Mais la prévoyance, quand je suis frappé par l'invalidité, moi, le jeune salarié auquel on m'a dit « tu peux choisir », imaginons que je puisse choisir prévoyance, et d'ailleurs, Fabrice Sosi l'a très bien dit justement, il ne perçoit pas la prévoyance comme un élément de rémunération. Très intéressant, moi je faisais une remarque très très intéressante, parce qu'effectivement, faire rêver sur l'arrivée de l'invalidité ou du décès, il faut une certaine imagination quand même. Faire rêver sur la retraite quelqu'un qui a 25 ans, alors au passage je précise que nous cherchons au cabinet, si vous connaissez quelqu'un qui, sortant de diplôme, a procédé au rachat de trimestre, vous savez qu'on peut faire des rachats de trimestre à partir de 20 ans, et on cherche encore un jeune diplômé, une jeune diplômée qui aurait racheté des trimestres en sortant de son diplôme, parce qu'on peut le faire à partir de 20 ans. Si vous en trouvez, on est très intéressé d'échanger avec lui pour voir sa psychologie. Mais par exemple, le fait de dire que la retraite, c'est comme le lièvre et la tortue, plus on part tard, plus il faut courir vite. Plus on part tôt, moins on a à courir vite. Et protéger le salarié contre lui-même sur de la retraite, c'est dire que si tu pars très tôt, ça te paraît complètement fou aujourd'hui la retraite, parce que toi, jeune salarié, tu es plus proche du début que de la fin, mais il arrivera un moment où tu passeras de l'autre côté de la crête, tu seras plus proche de la fin que du début, et là, d'un coup, tu vas commencer à avoir les angoisses existentielles de celui qui commence à calculer ses droits à retraite. Donc voilà, je dirais ça, le point suivant, c'est que moi, je pense que si on met de la communication et quelque part on réenchante certains éléments de la protection sociale, je crois encore que l'attractivité en fait un élément de rémunération. Il y a peut-être, j'en profite, juste un élément qu'on n'a pas évoqué, je ne sais pas si c'est la pratique chez Legris ou chez Bouygues, mais on parle pas mal d'entreprises, qui est le bulletin social individualisé, qui consiste à communiquer chaque année auprès de chaque salarié, finalement sur l'ensemble des sommes qui ont été investies et qui constituent, alors au sens très large, sa rémunération, et qui est aussi une façon de valoriser finalement les dépenses en matière de prévoyance, dépendance, frais de santé, etc. Je trouve que, voilà, en termes de communication, c'est un outil qui me paraît aussi intéressant. Alors, tout à l'heure, on parlait aussi de le sujet de la protection sociale, ça a été dit, la cogestion, c'est un sujet qui est éminemment croisé avec les partenaires sociaux. Nous avons constaté récemment un effet que je ne pensais pas survenir. Vous savez que maintenant, tout le monde connaît la faculté de conclure des conventions et des accords collectifs d'entreprise qui dérogent de façon moins favorable par rapport aux accords collectifs de branche. Donc, on se posait la question de savoir est-ce qu'on peut faire ça en matière de protection sociale. Alors, tout de suite, les juristes analysent l'article L22 51.3, les 13 thèmes, il y a un 5e thème qui parle des garanties de protection sociale complémentaire mentionnées à L912.1, et est-ce que ça vise la solidarité ou est-ce que ça vise la protection sociale? Bon, sujet, voilà, de spécialistes. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons au cabinet constaté récemment, notamment vis-à-vis d'une branche particulièrement concernée cette année, des partenaires sociaux qui disent « nous, on veut bien signer des accords collectifs moins 10 ans ». Et ça dit quelque chose sur la perception qu'ils ont du facteur prévoyance santé
pour que certains disent non, nous on est prêts, organisation syndicale majoritaire, à apposer notre signature sur un accord qui sera moins 10 ans. Et ça pose bien la question de justement la communication et la compréhension par eux de l'importance de l'avantage. Si eux, maintenant, commencent à quelque part admettre cela, il y a une tectonique des plaques qu'il faut mesurer. Merci, merci beaucoup Franck. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Que je vois l'heure tourner. On peut encore se réserver une question entre nous, mais est-ce qu'il y a des commentaires ou des interrogations au niveau de la salle? Oui, bonjour, Pascal Ernst. Oui, juste un petit mot sur tous ces aspects. C'est vrai que pour moi, en fait, sur la question est-ce que c'est de la rémunération, en réalité, la question, elle arrive parce que c'est du financement par l'entreprise. D'accord ? Donc, on a un budget. Mais quand on regarde l'historique de la protection sociale qui est venu du paritarisme, etc., on se rend bien compte que le caractère collectif est inhérent à l'avantage qui est procuré, puisque en réalité, c'est bien parce qu'on mutualise sur l'ensemble d'une population qu'on peut financer une prestation en cas d'accident de la vie. Donc, c'est vrai que quand on regarde ce caractère collectif, alors après, il est aussi décliné sur l'aspect fiscal et social, puisque le législateur en a fait une des conditions des exonérations. Et finalement, ça vient dans la politique de rémunération parce que c'est ultra optimisé par rapport à une augmentation de salaire. Mais est-ce qu'on peut déduire de tout cela que le financement lui-même est une rémunération ? Moi, j'ai vraiment une question. Et puis après, on a quand même une application, moi, qui m'interroge énormément, c'est sur la fameuse garantie de rémunération quand on est dans les conséquences d'un accord collectif dénoncé. Voilà, c'était juste une petite contribution. Merci. Merci beaucoup. Alors moi, j'avais une interrogation plus générale, mais au niveau de la table ronde, qui rebondit d'ailleurs sur ta présentation, hein, Franck, de la psychologie, protection sociale complémentaire. On se dit, c'est pas pour moi, je me vois pas malade, je me vois pas dans un état de santé tragique, et puis je me vois pas vieux ou pas tout de suite. Donc il y a cette perception psychologique. Comment est-ce que ça se traduit dans les relations avec les élus? Parce que dans protection sociale complémentaire, il y a complémentaire. Et quand on négocie, parce qu'on parlait tout à l'heure, Erwan en particulier, des NAO, est-ce que ça se négocie de manière substitutive ou est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que c'est forcément un plus que viennent rechercher les élus? Parce qu'on a parlé des entreprises, on a un peu parlé des branches. Quelle est la mécanique derrière alors psychologique, hein, ou simplement de stratégie de négociation des partenaires sociaux? Je peux commencer à répondre. Donc chez Bouygues, on l'a vu, ils sont déjà directement appliqués, hein, au niveau de la prévoyance. À partir de là, on a très peu de revendications lors des négociations annuelles, puisque tout se passe au sein du conseil de surveillance, sur la partie donc prévoyance. Sur la partie retraite supplémentaire, là, on a effectivement des demandes récurrentes pour augmenter l'abondement, ce qui peut se comprendre effectivement, d'autant plus que notre abondement pour la retraite supplémentaire est largement inférieur à celui qu'on a pour l'épargne salariale, pour le plan d'épargne groupe, PEE, où là, on va jusqu'à 4 080 €, et pour le plan d'épargne retraite, donc pour le PERCOL, on est à 1 590 €. Voilà, donc du coup, il y a une marge de manœuvre importante, forcément, et on a souvent ce genre de revendications. Mais j'ai envie de dire que c'est en plus, hein, des demandes salariales, et d'ailleurs, c'est dans un volet distinct, hein, dans le cadre de la négociation annuelle, donc on ne mélange pas du tout avec le volet salarial. Oui, je dirais que ça dépend, là encore, je pense, ça dépend de la maturité des acteurs, ça dépend aussi peut-être du fonctionnement du dialogue social dans chacune des entreprises, et ça dépend aussi de la forme de mise en place de la mutuelle de la prévoyance par accord collectif, par décision unilatérale. Dans les entreprises un peu plus petites, quand on construit notre budget d'augmentation des coûts salariaux et non salariaux sur l'année à venir ou sur les années à venir, forcément, on inclut tous ces éléments. Les éléments d'augmentation des salaires bruts de base, l'augmentation des primes ancienneté, tout ça, ce sont des éléments dont on tient compte. On tient compte éventuellement des augmentations de cotisations, s'il faut les couvrir. Et ensuite, à nous, en fonction, encore une fois, de la manière dont on fonctionne avec nos organisations syndicales, de la manière où on a mis en place nos régimes, par accord ou pas,
et des habitudes qui sont prises dans certaines entreprises. En début d'année, on va négocier NAO au salaire et tous les avantages annexes. En plus, ça arrive au moment où les taux de mutuelle peuvent arriver avec des augmentations. On les connaît. Donc, ça fait partie ou pas des instruments de négociation qui sont ensuite formalisés ou pas d'une manière identique ou différente en fonction de l'accord. Je vois, quand on avait fait cette petite opération en 2020, notre accord NAO, c'était un accord de NAO classique, avec un pourcentage d'augmentation extrêmement faible, mais c'était un accord classique. Tout ce qui s'est fait sur la mutuelle et la prévoyance, par ailleurs, s'est fait en concertation, après avoir discuté avec les organisations syndicales, après leur avoir expliqué ce qui se passait, mais on l'a mis en place de manière totalement unilatérale, en communiquant, en expliquant aux salariés, voilà, cette année, très court budget d'augmentation, mais impact tout de même sur votre salaire net parce qu'on a fait des efforts, truc-muche. Mais on ne l'a pas négocié dans une opération globale, comme ça peut se faire par ailleurs dans d'autres groupes, sans doute. C'est que ce que nous, on constate, c'est... Alors, dans les très grandes entreprises, c'est une question qui ne se pose plus. Dans les entreprises de taille moyenne et les plus petites entreprises, ça se pose beaucoup plus. C'est la question de savoir si on crée des commissions prévoyance. Pourquoi ? Parce que ce qu'il y a de terrible dans un être humain, c'est quand il est ignorant. Parce que l'ignorance, ça crée des peurs, ça crée des fantasmes. Et donc, très souvent, lorsqu'on explique à des interlocuteurs qui n'ont pas été formés à la chose assurantielle, qui ne savent pas ce que c'est qu'une valeur actuelle probable, une provision pour égalisation, comme c'est un peu barbare au pré-abord, hein, comment on utilise ces termes-là, et qu'un assureur dit, ben voilà, moi, il faut augmenter de X%, et ça va faire un budget supplémentaire de 800 000 euros ou 2 700 000 euros, et qu'on doit expliquer aux salariés qu'on va se partager cette charge et que ça va écraser l'augmentation de salaire qui avait été promise, on comprend qu'il y a de la tension. Et vis-à-vis de ça, si en revanche, l'entreprise a pris le soin d'expliciter ces concepts-là, d'expliciter l'aspect boule de neige du provisionnement chez un assureur lorsqu'on lui présente un risque, eh bien ce sont les premiers après à entendre la chose, à l'accepter, et donc être dans la cogestion. Et ça, c'est un élément extrêmement différenciant. Rendre les interlocuteurs sachants. J'abonde complètement dans ce sens, forcément. Et je dirais que la formation est très importante parce que ce sont des sujets très techniques, hein, je confirme. Donc par là même, on leur apprend à gérer un compte de résultats. Donc ils se mettent dans la peau finalement d'un financier à un moment donné, d'un gestionnaire, ce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire. Et c'est comme ça que ça peut fonctionner. Et ça nécessite forcément des formations régulières. Et quand on change les membres, c'est toujours un peu compliqué parce que ce sont des gens qui connaissent moins bien finalement les règles de fonctionnement. Et on prend toujours le temps, beaucoup de temps. C'est notre assureur, notre courtier qui prennent parfois des journées complètes pour former les nouveaux membres, pour les mettre au niveau suffisant pour une bonne gestion du dispositif. Oui, peut-être un petit complément sur la question des élus. On n'en a pas beaucoup parlé, c'est les branches. Les branches sont extrêmement impliquées dans la protection sociale complémentaire, presque au-delà de tout. On accompagne plusieurs branches et c'est vraiment, il y a une vie, ce qu'on appelle le paritarisme de gestion, où les élus, enfin les délégués syndicaux sont extrêmement impliqués dans cette question et vont avancer le thème. Donc, tu parlais de formation, Fabrice. Là aussi, on voit des partenaires sociaux qui sont extrêmement formés, impliqués, et c'est aussi une forme d'évolution. Ça se passe au niveau de l'entreprise, au niveau des groupes, mais les branches, et c'est assez singulier en la matière, sont très très présents, très impliqués des deux côtés, au niveau patronal et au niveau syndical. Et il y a aussi beaucoup de formation là-dessus. Donc c'est intéressant de voir comment le dialogue social branche, pro, interpro, vit aussi, le meilleur exemple c'est Agir Carco, c'est vraiment du paritarisme pur, de gestion, qui fonctionne. Il se félicite même d'être plus performant que l'État. Certains diront que c'est pas difficile, mais en tout cas ça fonctionne. Je me permets une intervention. Il y a un élément qui démontre aussi que finalement c'est bien un élément de rémunération, c'est que lorsqu'on met des jours sur un compte épargne-temps, on a tout à fait maintenant la possibilité de ressortir ces jours en argent pour faire des versements dans son Payro, par exemple. Et donc, finalement, augmenter sa retraite à la sortie. Oui, c'est même d'ailleurs, je ne sais pas si je peux m'autoriser à utiliser cette image-là, j'espère que tout le monde m'en excusera, mais cette passerelle-là est même une sorte de lessiveuse de rémunération chargée en rémunération non chargée. Je ne sais pas si on peut le dire ainsi, mais c'est vrai que ça a été de ce point de vue-là quelque chose de tout à fait original, qui n'appartient qu'au CET, mais qui a été également fait
je crois, parce qu'à un moment, les DRH avaient fait remonter le sujet, qu'ils avaient, au début des années 2000, créé des CET très alimentés, qui avaient généré des effets de provisionnement comptable. Les directions financières avaient peu apprécié, peu goûté ces effets sur les lignes des bilans. Et donc, il y a eu une demande pour qu'on trouve des solutions, et notamment cette solution légale, qui consiste à permettre d'évacuer des jours vers la retraite. Mais c'est vrai qu'il y a cet élément très original. Malheureusement, c'est plafonné à 10 jours par an pour les avantages sociaux et fiscaux. Et on pousse, nous, effectivement, pour qu'on augmente ce nombre de jours. C'était dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale, je crois, en 2019. Il était prévu de le porter à 20 jours et ça n'a pas été voté. Donc on espère que ça évoluera sur ce plan-là.